Du coup, ouais, moi, c'est mon deuxième talk. Je suis ravi de le faire avec vous. Et je vais vous parler de notre migration de Heroku à Scalingo. Donc, Heroku, tout le monde connaît. Et Scalingo, tout le monde connaît aussi. Alors, moi, c'est moi qui les sponsorise. Ils ne sponsorisent pas YesPark. C'est moi qui les paye maintenant. Alors que eux, ils sponsorisent le meetup. Mais voilà, je vais vous raconter pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait et un petit retour d'expérience. Et je ne m'attarde pas sur toutes les slides. Il y aurait beaucoup à dire à chaque fois. Mais je suis preneur de vos questions, de vos interrogations. C'est quelque chose que j'aurais aimé avoir avant de me lancer dans la migration. Donc ça, c'est une cigogne migratrice, parce que notamment Scalingo, c'est alsacien, enfin, c'est monté par des Alsaciens. Alors qui je suis? Du coup, je suis Guillaume Vrobel, cofondateur et CTO de YesPark. YesPark, vous connaissez peut-être, c'est une marketplace de réservation de parking. Donc on permet de louer des places pour des voitures, pour des vélos, des motos. Et on s'est mis aussi à faire des bornes de recharge, donc c'est très, très contemporain. Et on a été monté il y a presque 10 ans. Et du coup, on est une chouette boîte tech. Et où suis-je? Bah là, je suis là, donc aux 2 rue Ambroise Thomas. Et du coup, c'est la carte des parkings de YesPark autour. Donc on voit que c'est un parking parisien central assez cher, avec des locations à 200 € au mois. Voilà, bien moins cher dans Paris. La tech chez YesPark. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? À droite, vous avez l'application connectée, enfin l'application mobile. Et chaque accès, chaque petit bouton, ça ouvre une porte. Du coup, on a un boîtier connecté sur chaque parking qu'on a appelé la Yesbox. On a des apps iOS et Android. On a des sites web. Alors, on est en France, 95%. On est un peu en Italie et un tout petit peu aux Pays-Bas. Du coup, on a 3 sites à maintenir. Bon, c'est pas très compliqué. Et on a des espaces admin et partenaires. Voilà pour la tech. Et plus spécifiquement, ce qui vous concerne vous, on est sur un monolithe Ruby on Rails. Donc, on n'a pas de microservices. On a un bon vieux monorepo avec une BDD PostgreSQL. Et on a intégré il y a quelques mois une moderne data Slack avec pour en parler des heures aussi, avec DBT, Snowflake, plein de trucs hyper cool. On est le 6 juin, ça n'a rien à voir, ça a un petit peu à voir, on va voir. C'est le débarquement de la Normandie, le 6 juin 44, il y a bientôt 80 ans. C'est une période de l'histoire qui me fascine et voilà, je voulais rendre hommage à tous ces courageux et courageuses soldats américains et britanniques et français qui nous ont défendus contre l'oppresseur. C'est passionnant de s'intéresser à tout ça. Et on va y revenir plus tard, je pense. Alors, Heroku, c'est une histoire d'amour entre YesPark et Heroku. Ça a commencé, le premier commit, c'est quoi? Avril 2014, j'ai regardé. Ça nous a fait un gain de temps et d'argent monumental parce que j'avais pas à gérer moi-même les serveurs et c'est Heroku qui s'en chargeait. Ça a été un no-brainer pendant 10 ans et ça continue encore. Et ça nous a pas mal accompagné sur le scale de la boîte. Au début, c'était une application démo. On a pu scaler horizontalement, donc faire plus de dinos, et verticalement prendre des plus gros dinos quand on avait plus de GM, plus de trucs. Alors, mais il y a des nuages qui sont arrivés il y a 2 ans, je pense, 1 an, 2 ans. On entendait de plus en plus parler de RGPD, de droit européen. Jusque-là, bof, Heroku, ça ne les concerne pas trop. Et pour nous, concrètement, YesPark, on a eu un premier appel d'offres en décembre qui demandait spécifiquement, noir sur blanc, un hébergement des données en Europe. Donc là, premier warning pour moi, parce que c'est une pression du coup business qui venait sur moi et on me disait, bah voilà, Guillaume, il faut trouver une solution pour ça. J'ai regardé un peu du côté de Scalingo déjà à l'époque, mais mon plan c'était de passer l'app Heroku sur des serveurs irlandais. Donc on était encore avec des serveurs américains, avec une base de données aux États-Unis. Donc les requêtes de nos clients français traversaient l'Atlantique plusieurs fois par minute. Et quand c'est devenu en Irlande, on était compliant avec le RGP, enfin avec cet appel d'offres spécifiquement parce que notre data center était en Irlande. Donc ça allait. C'était facile de migrer, vraiment, ça s'est fait en 1 heure, même pas. Heroku a une BDD follower qui suivait la base primaire. Il y avait juste 2-3 configs de DNS à faire, ça s'est fait vraiment en pas longtemps. Alors après, du coup, il fallait quand même pérenniser ce choix de Scalingo. Alors pourquoi on a fait ce choix? Je me suis pas mal renseigné. Je crois que c'est la question d'après. Il y a plusieurs slides qui expliquent pourquoi on a choisi Scalingo. Ça, c'est leur publicité. Donc, sur leur homepage de Scalingo, ils promettent la même facilité d'utilisation qu'Heroku, migrer en quelques minutes, les données hébergées en France, un support client réactif, etc. etc. Donc, tout ça est vrai, hein, c'est pas faux. Chaque bullet point, je l'ai vérifié. Donc, je suis assez content de ça. Ils mentent pas.
J'avais connu Scalingo à l'époque de Covidlist. Je ne sais pas si vous connaissez, il y avait une pénurie de vaccins à un moment donné. Et Covidlist est une initiative qui permettait aux gens de se mettre sur liste d'attente. Et quand il y a une pharmacie ou un centre de vaccination qui avait des doses en trop, ils les mettaient sur Covidlist. C'était un truc monté par des Français en open source. J'y ai contribué au début. Et il y a Sébastien Sonnet, que vous connaissez peut-être, qui est le cofondateur du Wagon, qui avait apporté sa pierre à l'édifice sur plein de trucs, et notamment sur le passage de, on était sur Heroku, et il a fait la PR, la pull request pour passer sur Scalingo. Et donc à l'époque, en avril 2021, ça m'avait interpellé, je me suis dit, tiens, c'est facile en fait, c'est juste une PR. Donc, il y a le lien du repo si vous voulez regarder. Rendez-vous solidarité.fr, c'est assez nouveau. Il y a aussi un truc sur l'inclusion qui est maintenant hébergé sur Scalingo. C'est des initiatives françaises de BetaGouv et de la DINUM, c'est hyper intéressant. Tout est en open source et c'est des vrais apps qui servent à des vrais Français, donc c'est trop cool. Il n'y a pas de faux Français. Ma stratégie à moi, c'était quoi? Je me suis fait une branche Scalingo sur GitHub et mon but du jeu, c'était qu'elle soit je mergeais tous les jours. Voilà. Tous les jours, je faisais un merge de mail sur cette branche-là, avec quelques changements qui étaient intéressants pour Scalingo. Alors là, du coup, on voit dans le procfile, j'ai changé un truc. Pour Heroku, c'était la commande release. Pour Scalingo, c'est post-deploy. Et dans les 17 changements, il y a vraiment beaucoup de ça. Un changement dont je suis content, c'est les mentions légales, où j'ai changé Heroku en Scalingo. Et du coup, voilà, la branche, je l'ai bossée pendant plusieurs semaines. Et au final, le but du jeu, c'est que c'était le moins de changements possible. Alors mon plan d'action, c'était de réussir à déployer l'app sur Scalingo déjà. Donc je partais de mon app sur Heroku avec la codebase. J'ai créé une app, une instance Scalingo. J'ai configuré 2-3 trucs, je ne vais pas m'attarder. Les build packs, des fichiers spécifiques, des CDN, des machins. Ça a marché au bout de quelques jours avec l'aide du support, ça a fini par marcher. Donc j'étais assez content et je me suis dit, ok, je suis confiant, je vais pouvoir migrer l'app de prod à un moment donné. Les mains dans le cambouis, alors là, encore une fois, je ne vais pas trop m'attarder, mais ça a été l'occasion pour moi, sur la partie en bas avec les add-ons, de dire, ok, je quitte Heroku, je quitte mon plan annuel, je quitte les add-ons que je payais sur Heroku. Qu'est-ce que je ferais si j'avais une nouvelle app sur Rails aujourd'hui? Et j'ai pris des outils un peu stylés, alors Postmark pour l'envoi de mail, AppSignal pour la gestion des bugs et des logs, et voilà. Un truc aussi sympa, c'est on voit la taille des dinos. Je suis passé d'un performance L 14 Go sur Heroku à 2XL 4 Go. Et ça, c'est grâce au support de Scalingo qui m'a bien conseillé à dimensionner mes containers. Et au final, ça fait beaucoup d'économies, rien que ça. Alors que sur Heroku, j'avais des fuites mémoire et le support m'aidait pas trop. Donc j'avais tendance à cliquer en me disant de toute façon, c'est pas si cher que ça. Alors je prends un plus gros serveur. Alors, le plan d'action, migrer l'app de staging. Donc, on avait une app démo, donc c'est l'app demo.yespark.fr. Il y a 3 trucs à retenir, c'est on fait un dump de la base de données, on change la config DNS sur Cloudflare, là, et on change la config SSL, il y a un truc un peu pourri pour que ça marche bien. Et paf, mon site était en ligne directement sur Scalingo, sans rien faire. Très content. Et arrive le jour J, le D-Day. Il fallait migrer l'app de prod entièrement. Donc, c'est les 3 mêmes étapes en bas. Il y avait juste une étape en plus, c'était la mise en maintenance de l'app Heroku. Donc là, j'ai appuyé sur un bouton, ça a pris une seconde. Et ma stratégie, c'était de dire, OK, je ne veux pas avoir 2 bases de données à gérer, donc je coupe mon site internet pendant 5 heures. Et comme ça, je n'ai pas de données écrites chez Heroku et pas sur Scalingo. Voilà, je m'assois et j'attends 5 heures. Alors 5 heures, c'est long. Quand j'avais fait des tests, ça mettait 3 heures, mais je me suis dit, je suis chez moi, j'ai un mauvais Wi-Fi, c'est à cause de ça, je vais aller au bureau, ça va aller beaucoup plus vite. En fait, non, c'était vraiment 5 heures. Et les autres étapes, c'est vraiment du pipi de chat, 10 secondes et 5 secondes. Et donc vraiment, l'étape dimensionnante, c'est cette base de données. Alors, qu'est-ce qu'il y avait pendant ça? Mon site était en carafe, donc il y avait écrit maintenance en cours, navré pour les agréments. Donc la page habituelle, en fait, la page que j'ai configurée sur Heroku ou Scalingo aujourd'hui pour dire, voilà, si mon site est down, qu'est-ce que tu affiches? Et ça, en fait, les clients l'ont vu pendant 5 heures. Et je me suis fait taper sur les doigts par mes équipes parce que c'était pas satisfaisant. Donc pendant que j'attendais, là, les 5 heures, on voit le ramp-up en bas à gauche, là, le disque qui se remplit sur la base de données. Donc ça a commencé à 10 heures, ça s'est fini vers 15 heures. C'était un graphe intéressant que j'ai récupéré de l'époque. Et du coup, voilà.
qu'est-ce qui s'est passé le jour J et qu'est-ce que j'aurais fait autrement? Bah, dimensionner un peu mieux l'équipe de la relation client. J'ai fait ça le vendredi 19 mai, c'était un vendredi de pont. Je me suis dit, bah, les clients, ils sont pas là, mais c'est un jour ouvré, donc moi j'ai mon équipe et j'ai l'équipe Scalingo. C'est un bon jour. En fait, pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui partaient en vacances et qui avaient besoin de leur parking, etc. Ils ont été embêtés. Prévenir les clients sur les réseaux sociaux ou par email, j'aime pas trop. Ça fait 50 mails, 50 000 mails. Tout le monde n'est pas concerné. Une notif push, ça me gêne un peu moins. Refaire la page de maintenance, donc celle-ci, peut-être mettre, bah, tant pis, peut-être mettre un numéro de contact, un lien vers le support Zendesk, etc. Mes admins n'avaient pas accès au back-office et donc ils ne pouvaient pas ouvrir les portes pour les gens. Et au bout de 3 heures, je me suis rendu compte que je pouvais. Moi, j'avais mon code en local qui marchait. Je leur ai fait un tunnel vers mon truc en local. Si je l'avais fait 2 heures avant, ça aurait été bien mieux pour eux. J'aurais pu, c'était un peu compliqué, mettre l'app Heroku en read-only et pas en maintenance. Donc permettre que yespark.fr ce soit accessible, permettre aux gens d'ouvrir les portes. Et là, je ne sais pas trop comment ça se fait, il faudrait regarder, ce serait intéressant si vous le faites, de dire, ok, tu n'écris pas en DB, tu as le droit de lire, mais tu n'as pas le droit d'écrire. Ça, ce serait vraiment le truc, si je devais le refaire, c'est ce que je referais. Et aussi raccourcir le restore, donc j'ai une grosse base petite base, hein, comparée à d'autres trucs, de 70 gigas. Et mes données de logs, elles en prennent 30, donc des emails, des trucs, des traces. Donc sur 70, il y a à peu près la moitié. J'aurais pas forcément eu besoin de l'avoir tout de suite au moment de la migration. Et peut-être que j'aurais gagné la moitié du temps. Ah, ça va un peu vite. Attends. Ouais. Encore, je crois qu'il y en a encore. Ouais. Alors, une fois que j'ai été sur Scalingo, j'ai eu 2-3 ennuis. Et l'ennui qui m'occupe encore aujourd'hui, c'est le scheduler. Alors, c'est un truc pas trop connu. Heroku Scheduler, c'est un truc qui permet de faire des lib tasks, donc des lib tasks, donc des tasks, et de les programmer. Et le truc sur Heroku, c'est donc des dinos one-off, voilà, des containers éphémères. Et eux, ils n'ont pas de limite de durée d'exécution. Alors que sur Scalingo, déjà, on a le droit d'avoir 5 tâches. Donc, j'ai discuté avec le support parce que moi, j'en ai 200 pour leur dire, voilà, j'en ai 200, comment on fait. Ils ont pu débloquer cette limite à la main. Par contre, ça coupe au bout de 15 minutes. Donc moi, j'ai des tâches de synchro qui sont assez longues et qui coupaient au bout de 15 minutes. Et du coup, j'ai eu des pertes de données, des trucs assez embêtants. Donc là, je suis encore en train de résoudre. J'essaie de mettre ça dans des sidekick schedulers, de le découper en petits jobs, etc. C'est un sujet qui m'occupe encore aujourd'hui. Et le projet Scalingo Scheduler, c'est encore un peu jeune. Peut-être que s'il coupe cette limite, ce serait vraiment super pour migrer vraiment tranquillement de Heroku vers Scalingo. Alors, je dis que j'ai eu des ennuis, mais le truc vraiment dingue, et je l'avais expérimenté avant l'année dernière en test, c'est le support qu'offre Scalingo. Donc là, encore une fois, je les paye, hein, ils ne me payent pas pour dire ça. J'ai pris 3 screenshots. Le premier à gauche, c'est mes conversations avec leur support. Donc là, il y a 1 jour, il y a 3 jours, il y a 1 semaine. Je les embête un par un. Et c'est des ingénieurs de chez eux qui répondent dans l'heure, dans la minute, dans la demi-heure, avec toujours des réponses pertinentes. Hein. Ce n'est pas un chatbot, ce n'est pas des liens vers la FAQ, c'est vraiment des gens qui disent « Ok, bah, je prends le point, c'est vrai qu'on l'a… » Et encore aujourd'hui, il m'a dit bah, « J'ai trouvé un problème dans le code, je vais résoudre. » Assez dingue. Mention spéciale à Jean aussi sur ce screen-là, qui est du coup sur Paris RB, voilà, qui traîne, qui est parmi nous, méfiez-vous. Et j'avais un problème avec la data stack où sur Heroku, j'avais besoin de lire souvent ma base de données pour des besoins data. Et ce que j'avais fait, c'est que j'ai dit, bah, je vais lire la base follower, je ne vais pas embêter la base primaire. Et du coup, il n'y a pas ce problème, ce mécanisme de primaire et follower sur Scalingo. Et il m'avait fait un repo GitHub dans lequel il faisait le code qui réplique la base de données dans un autre truc. Enfin, il avait été assez loin quand même, le type du support. Et Yann Kliss, qui est du coup le CEO et fondateur de Scalingo, qui est assez impliqué dans la communauté Ruby. Bah, du coup, j'imagine qu'il sponsorise le groupe, il sait bien. Et il est conscient qu'il copie un peu Heroku avec des limitations, mais ils sont vraiment très proactifs et ils veulent vraiment aider la communauté des devs Ruby et aussi, je pense, la communauté des devs français. Donc vraiment big up à eux, un grand merci à eux. Et un dernier mot,
sur la souveraineté numérique. C'est un truc qui me tient à cœur. Je reprends la métaphore du débarquement. Alors après le débarquement, les Américains ont eu l'hégémonie de un peu tout et surtout du numérique. Donc on est trop fiers. Cocorico, on a hébergé notre monolithe en France. Mon équipe voulait faire un post LinkedIn sur ça. Je leur ai dit attention parce que il y a un effet qui se coule. La plupart de nos outils, alors HubSpot, Snowflake, Zendesk et vraiment tout un tas de trucs innommables, ils sont encore détenus par des boîtes américaines et les serveurs ne sont pas forcément en Europe. Et une boîte américaine, même si les serveurs ils sont en France, à Paris, elle peut accéder aux données. Donc il y a des histoires un peu intéressantes sur la souveraineté, sur, voilà, c'est mes hashtags en bas, Schrems 2, donc c'est le Privacy Shield, des histoires qui sont en train d'être négociées entre l'Europe et les États-Unis. La CNIL qui met un peu son doigt dans les rouages, qui parle aussi un peu de Google Analytics, qui est sur une fin de vie, mais quand même. Il y a eWatchers, qui est quelqu'un que je suis sur Twitter, qui est assez intéressant pour mettre le doigt sur ces problèmes-là. Donc on n'est pas exempt de tout reproche chez YesPark. On a fait un petit pas vers la souveraineté numérique, mais c'est un domaine que j'effleure à peine et j'ai envie de lire ce bouquin. Demain la souveraineté de Pierre-Alexis de Vauplane. Alors je le connais parce qu'il est chez Ring Capital, c'est un fonds d'investissement et qui est notre investisseur chez YesPark. Donc ça lui fera plaisir quand je le citerai. Mais je pense que c'est intéressant de s'intéresser à tout ça. Et Scalingo est au cœur de ça, de ses préoccupations d'avoir des boîtes françaises qui hébergent les données en France pour des clients mondiaux et français. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et du coup, comme je disais dans l'intitulé Ask Me Anything, je suis là pour vos questions. Si vous en avez. Sinon, on passe à la suite. Je vais commencer moi alors. J'en avais deux. Ouais. Alors, la première c'était pourquoi l'avoir fait en journée et pas la nuit si tu savais que c'était au moins 3 heures? C'est une bonne question. Je voulais que le support de Scalingo me tienne la main. Et le support de Scalingo, je leur avais demandé s'il pouvait ouvrir des créneaux nocturnes et en fait, c'était pas possible. Donc ça devait être la journée sur un jour ouvré. Mais c'est vrai que j'aurais pu le faire la nuit. Et ça aurait demandé à mon équipe que je leur demande de travailler la nuit. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et j'aurais dû me renseigner. Est-ce que je dois leur donner un jour de repos? Comment ça se passe avec le droit du travail? Donc j'ai dit, OK, c'est bon, on le fait à 10 heures. Mais ça aurait embêté moins de clients. Ok. L'autre, il faut que je m'en souvienne, je l'ai oublié. Donc si quelqu'un d'autre veut passer avant. Ouais, moi j'avais une question du coup sur les tailles des conteneurs que tu as choisis du coup. Ouais. Effectivement, du coup tu passes de 14 Go à 2 ou 4, je me souviens plus. Mais donc non seulement tu as largement divisé, donc est-ce que tu as fait de l'optimisation là-dessus? Et ensuite, tout à l'heure tu parlais aussi de scaling horizontal et vertical. Si je dis pas de bêtises, Scalingo fait que un des deux. Et donc du coup, comment tu arrives à gérer ça? Alors pour la première question, en fait, j'ai discuté avec le support en leur disant, bah voilà, je suis sur Heroku, j'ai un perf L. Et en fait, il m'a conseillé de commencer avec 2 gigas. Et je crois que Cédric ou Dorian en parle. Il y a des problèmes de swap parfois. Et dans le dashboard Scalingo, ils te disent quand tu as du swap. Donc sur les métriques, c'est en rouge et c'est que ça dépasse ta mémoire. Et il me dit, tant que tu n'as pas de swap, c'est bon. J'ai mis 2 gigas, j'en avais. J'ai mis 4 gigas, j'en avais plus. Mais plus du tout. Là, j'en ai encore un peu de temps en temps et du coup, je dois restart, mais c'est pas très grave. Ça me convient. Et donc, en fait, il faut regarder le swap pour voir si c'est adapté, si le container est adapté. Et du coup, pour le scaling, Ouais. aujourd'hui, tu as simplement besoin pour faire juste l'autoscaling Scalingo sur le nombre de containers, mais du coup, tu ne scales plus du coup, ta machine parce que Ouais, exactement. Alors, effectivement, ils ne font pas d'auto-scaling horizontal. C'est ça? Non, vertical, pardon. Tu ne peux pas dire là, je suis sur un 4 gigas et si je prends trop de trafic, tu passes sur un 8. Ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, en toute franchise, j'ai un Dino de 4 gigas et ça marche bien. On est passé à la télé sur M6 vendredi dernier, mais un truc un peu naze. Il n'y a pas eu de trafic. Le jour où je passe sur Capital, je bombarderai. Et en fait, je parlerai à Scalingo. Je leur avais déjà dit. Ils m'ont dit, bah écoute, dans ce cas-là, tu configures de l'autoscaling, tu mets le maximum de serveurs, tu touches un peu à Cloudflare. Mais c'est des cas hyper précis. Et je suis très content d'être accompagné par leur support pour la juste optimisation de mes serveurs.
Je sais pas si j'ai répondu. C'est bon, j'ai retrouvé la deuxième question. Tu as parlé de DB, mais tu n'as pas parlé d'image. Alors, est-ce que tu n'as pas d'image ou les images elles sont en DB ou comment ça s'est passé à ce niveau-là? Pardon, tu veux dire quoi pour les images? Bah, je sais pas, si tu as une photo de profil ou un truc. Ok. Ouais, les images, on les stocke sur Amazon S3. Donc là encore, bien américain, bien aux États-Unis. Et du coup, il n'y avait pas de problème sur les images. Le petit truc, c'est le CDN, Outscale, là, c'est pas comme ça que ça s'appelle le truc de. CloudFront, Non, crois. mais là, Scalingo, ils ont avec. Comment dire Outscale. Ouais, ils ont un truc pour stocker les images, non Ouais. C'est pas comme ça que ça s'appelle, peut-être, je dis des Bah, bêtises, je mais- crois que Scalingo, ils ont leur serveur sur Outscale, Ouais. la filiale de Dassault Systèmes. Après, j'ai pas regardé si Outscale avait un équivalent d'Amazon, mais je crois que oui, Il tu me as semble raison. que oui, mais pour ça, je me demandais si tu n'avais pas migré les images en même temps. Ce serait intéressant de regarder. Mais comme je les passe, mes assets derrière CloudFront, il y a un CDN distribué. Je pense que c'est un peu équivalent que. Ouais, mais si les États-Unis veulent regarder les têtes des gens, ils peuvent du coup. Ouais. Ouais, bon, bah, je sais pas, on va voir peut-être. Peut-être Bah, qu'on aura la c'est suite. effectivement, sur c'est le un Slack. bon point pour leur donner encore moins de données. Je suis content. Ok, bon, c'était ma dernière. Mais tu fais bien. J'ai pas cité Amazon, mais c'est dans la slide, c'est vrai que c'est un bon exemple. Salut. Pour tout ce qui est CI avec le pipeline, je ne sais pas si tu as des review apps, comment ça se passe en termes de performance. C'est comme Heroku, c'est mieux, c'est moins bien. Et pareil aussi pour les build packs. Enfin, Alors les build packs, je crois que c'était un peu plus sympa. Les build packs, ça se passait bien. Ruby, Gmalloc, WAK HTML. J'ai aussi un truc, c'est les images. J'avais ImageMagick. Et ImageMagick, je devais faire un build pack sur Heroku. Alors sur Scalingo, c'était inclus dans la machine. Donc ça, j'ai pas eu à le toucher, c'était même mieux. Et ta première question, c'était sur, pardon? Review app. Alors effectivement, sur Scalingo, ils disent on ne fait pas de review app. Et dans l'onglet review app, ils disent on vous déconseille de le faire. Et à l'inverse, ils disent de faire une nouvelle application. Et au final, vu que c'est hyper simple de faire une nouvelle app, tu peux dupliquer une application pour avoir les mêmes variables d'environnement. Ça doit bien se faire. Honnêtement, on l'utilisait assez peu, les review apps sur Heroku, que quand on avait un gros projet à montrer au produit. Mais en pratique, depuis qu'on est passé, donc depuis le 19 mai, je n'ai pas eu besoin d'avoir une review app sur Scalingo. Et du coup, ce serait une nouvelle application. Un des sites dont j'ai parlé, rendez-vous solidarité.fr, il y a le code source sur GitHub. Et eux, ils ont des review apps. Et du coup, tu peux regarder comment c'est fait. Mais c'est pareil, c'est un fichier app.json à configurer. vous avez des tests aussi éventuellement? Mais comment vous gérez en fait parce que chez mon client actuellement, dès qu'on fait une PR, il y a forcément une review app qui se déploie en automatique. Et, ils sont actuellement chez Scalingo, mais Ouais. Bah, nous, nos tests sont sur GitHub Actions. Et du coup, on a lié Scalingo au pipe de déploiement sur GitHub. Et le déploiement sur Scalingo attend que tous les tests passent au vert. Du coup, c'est plutôt safe. Ça ne déploie pas s'il y a un test qui est cassé. Et je suis assez tranquille là-dessus. Mais ça n'a rien changé au test. donc c'est ISO pour toi en termes Ouais, de. ouais, ça change rien. Déployé combien de fois à cause de patchs que vous deviez passer en urgence juste après? Parce qu'après un gros déploiement, il y a toujours des petits trucs qu'on a oubliés. Ouais, c'était plutôt au niveau des assets, le CDN des assets. Je m'étais trompé du URL, si bien que du coup le site était un peu en carafe. Enfin, il ressemblait à rien, il n'y avait pas de CSS. Mais ça, je l'ai fait assez vite. Et au final, non, pas tant que ça. Ça a très vite bien marché. Parce qu'aussi, j'avais passé beaucoup de temps à faire des démos, des tests, des répétitions chez moi. Enfin, des répétitions. Mais je pourrais regarder, c'est intéressant de regarder les commits qui sont passés juste après pour. Bonjour, moi j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a eu un gros gain, une grosse réduction financière du passage de Heroku à Scalingo ou pas plus que ça? Bah, ça, il faut que Scalingo ne regarde pas. Mais oui, j'essaie de négocier, mais en fait, je pense que je gagne de l'argent, surtout au niveau des dinos. Les dinos, ils sont 4 fois moins gros et c'est ça qui coûte cher. Et tout le reste est un peu équivalent. La base de données est équivalente.
Les dinos coûtent le même prix à peu près, mais juste que j'ai pris des dinos beaucoup moins performants parce que j'en ai pas besoin. Donc au final, je pense que j'y gagne. Enfin, c'est sûr que j'y gagne. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis à moins de 1000 euros par mois sur Scalingo. Et Roku m'avait fait prendre un contrat annuel l'année dernière. Du coup, j'étais un peu bloqué. Je trouvais ça cool parce que j'avais une réduction, mais j'étais un peu bloqué pendant un an. Donc il y a des histoires aussi comme ça d'engagement annuel versus engagement mensuel. Bon, ça coûte toujours trop cher, hein, s'ils m'écoutent. Hop, bah tiens, on va faire ça. Ouais, bah merci encore.